Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien sur les ondes des RLP à l'écoute de l'émission Constellation. Afin de maintenir, autant que faire se pourra, l'exigence de qualité à laquelle cette émission s'efforce d'obéir, son rythme sera désormais d'une émission en direct tous les 15 jours. Les horaires restant inchangés, l'évocation des poètes prendra donc place les mardis de 10h à 10h30, tantôt en direct, tantôt en rediffusion. Et les rediffusions auront lieu tous les vendredis, de 13h30 à 14h, comme à l'accoutumée. Nous n'avons fait qu'effleurer, lors de la précédente émission, les deux textes majeurs qui couronnent et achèvent le parcours et l'œuvre poétique de ce météore des lettres que fut Arthur Rimbaud. Comme le précise le poète Yves Bonnefoy, dans un recueil d'essais et de conférences intitulé « Notre besoin de Rimbaud », je le cite, « C'est juste après que Verlaine, excédé et désemparé, tira sur lui à Bruxelles le 10 juillet 1873, avec l'intention évidente de le manquer, son célèbre coup de pistolet, et il dut aller en prison, et il y est encore au moment où Rimbaud écrit, que ce dernier commence ou reprend, chez sa mère, à la ferme, dans le grenier, ce qu'il nomme son carnet de damnés. Ce carnet obéit à une composition assez rigoureuse puisqu'il comporte un prologue sans titre et un épilogue intitulé « Adieu ». En son centre, il y a 3 grands ensembles, parfois d'un seul tenant, comme « Nuit de l'enfer », parfois constitués d'un certain nombre de sections, comme « Mauvais sang » ou « Délire 1 » ou « Délire 2 ». Enfin, 3 textes plus courts viennent se placer juste avant l'épilogue, « L'impossible »,« L'éclair » et « Matin ». Après l'emprisonnement de Verlaine, condamné à 2 ans de prison le 8 août puis le 27 août 1873 en appel, Rimbaud ne saurait recourir à l'éditeur des Parnassiens, Alphonse Lemaire. En effet, il est banni pour avoir provoqué l'incarcération de Verlaine. Précisons toutefois qu'il a fait une déposition en faveur de Verlaine devant un juge d'instruction en juillet de cette même année. Aussi, Rimbaud publiera-t-il son texte chez un éditeur spécialisé dans les publications judiciaires. Il n'est pas sans piquant de savoir que Madame Rimbaud paya une partie de l'impression de l'opuscule, tiré à 500 exemplaires et vendu 1 franc, soit environ 4,55 €. La fin du livre précise la période de rédaction, avril-août 1873. Et lorsque Rimbaud se rendit chez son éditeur en octobre 1873, il ne put, faute d'acquitter entièrement la facture, retirer que quelques exemplaires. Tous les autres attendirent presque 30 ans avant qu'on ne les découvrît. Il porta un exemplaire sobrement dédicacé à Paul Verlaine, à la conciergerie de la prison des Petits Carmes, en laquelle ce dernier était déjà incarcéré. Une saison en enfer, espèce de prodigieuse autobiographie psychologique, comme la définissait Verlaine, n'oppose pas seulement une vierge folle, en la personne de Verlaine, et un époux infernal sous les traits de Rimbaud. En avril 1873, résidant dans le triste trou qu'est la ferme de Roche, Rimbaud écrit ceci à son ami Delahaye : « Je travaille assez régulièrement, je fais de petites histoires en prose, titre général livre païen ou livre nègre, c'est bête et innocent, mon sort dépend de ce livre », ce que l'on peut comprendre de 2 manières. Dans un sens immédiat, ce livre est le seul remède à l'ennui, ou dans un sens programmatif, il est l'impulsion d'un changement de vie. Une saison en enfer évoque bien le drôle de ménage Rimbaud-Verlaine. Cette expression, qui clôt la section, Délire 1, sous-titré Vierge folle, l'époux infernal,
Mais il me semble qu'il est impératif de faire preuve de pudeur et de tact en se contentant du seul texte de Rimbaud ou des textes en prose de Verlaine écrits depuis sa prison. En effet, quand Yves Bonnefoy écrit par exemple « Un certain soir décisif, Rimbaud vit de ses yeux ce qu'était l'homme, il s'agit de Verlaine, derrière les poèmes, après quoi il ne lui fallut que bien peu de temps pour comprendre que son nouvel ami n'était qu'inconséquence et faiblesse, avec des façons trop souvent futiles et misérablement un rapport louvoyant, si ce n'est menteur, avec une jeune femme timide et sa famille bourgeoise. » C'est un jugement un peu hâtif, me semble-t-il, et sommaire, heureusement corrigé par cet autre. Je cite toujours Bonnefoy. « L'intimité qu'établissait la relation érotique, Rimbaud ne l'a voulu si intense que parce qu'elle lui permit de rêver un temps qu'en elle, il pouvait défaire l'aliénation de Verlaine, en forcer l'être, le rendre à son énergie originelle, celle de fils du soleil, le sauver, en somme, et se sauver avec lui. » Mais l'essentiel demeure le texte rimbaldien et lui seul. Lisons alors un extrait de la longue section intitulée « Mauvais sang ». Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour. Je voyais avec son idée le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne. Je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur. Et lui seul, pour témoin de sa gloire et de sa raison. Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. « Faiblesse ou force, te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas. Entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. » Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Dans les villes, la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire, comme une glace quand la lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor dans la forêt. « Bonne chance !» criai-je, et je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel, et à gauche, à droite, toutes les richesses flambant, comme un milliard de tonnerres. Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites, pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée, en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'il n'ait pu comprendre et pardonnant, comme Jeanne d'Arc. « Prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Vous vous trompez. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre. Magistrat, tu es nègre. Général, tu es nègre. Empereur, vieille démangeaison, tu es nègre. Tu as bu d'une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cam. Connais-je encore la nature? Me connais-je? Plus de mots, j'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambour, danse, 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 danse. Je ne vois même pas l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au néant. Faim, soif, crie, danse, danse, danse.
Lisons à présent l'épilogue de la saison en enfer, intitulé « Adieu ». L'automne déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles, tourne vers le port de la misère, la cité énorme, au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les 1000 amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point, cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés? Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers plein les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendu parmi les inconnus sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation, j'exècre la misère. Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du comfort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie, un grand vaisseau d'or. Au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emporté. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan! Suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons! Mais pas une main amie, et où puiser le secours? Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère, car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent. Des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Damnés, si je me vengeais! Il faut être absolument moderne. Point de cantique, tenir le pas gagné. Dure nuit, le sang séché, fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je de ma amie? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas, et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps.
Pour ce qui est du recueil des illuminations, les Illuminations, comme les désigne Verlaine à Charles de Civry, le demi-frère de Mathilde de Mauthet, ex-Madame Verlaine, en parodiant la prononciation du mot anglais par des locuteurs au lourd accent français, c'est ainsi que l'ami de Rimbaud les présente encore. Le mot « illuminations » est anglais et veut dire « gravure coloriée »,« colored plates ». C'est même le sous-titre que Rimbaud avait donné à son manuscrit. Manuscrit que Rimbaud confiait à Verlaine au début du mois de mars 1875 à Stuttgart, au cours d'une brève entrevue marquée par une bagarre brutale. La rupture entre les deux amis se consommera définitivement dans les mois suivants. Verlaine enverra scrupuleusement le manuscrit à Germain Nouveau et il passera ensuite de main en main au risque de se perdre, de celle de Charles de Civry à celle du poète Louis Le Cardonnel, puis à celle de Louis Fier, puis à celle de Gustave Kahn, pour qu'enfin Félix Fénéon soit chargé de l'édition de ces textes. Verlaine assurera que ce livre fut écrit de 1873 à 1875 parmi des voyages tant en Belgique qu'en Angleterre et dans toute l'Allemagne. La publication des textes dans la revue La Vogue, puis en plaquettes, n'adviendra qu'en 1886. Rappelons que Rimbaud mourra à Marseille le 10 novembre 1891 à 10h du matin à l'âge de 37 ans. Parmi les 44 illuminations, nous n'en retiendrons que 2. La première qui évoque sans embâge la relation avec Verlaine et qui s'intitule « Vagabond ». Pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarres, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par-delà la campagne, traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse. Et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil, et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule.
Lisons à présent une seconde illumination, tirée donc des 44 qui composent le recueil, intitulée « Aube ». J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq, à la grande-ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord les tambours du Bronx, un extrait du morceau intitulé Big Hands, puis un extrait des Carmina Burana de Karl Orff, intitulé en latin Fortunae Plango Vulnera. Ensuite, la musique de Benjamin Britten, le compositeur britannique, intitulé Les Illuminations. C'est son opus 18, directement justement inspiré de Rimbaud. Il s'agissait du numéro 1 fanfare, interprété par la soprano Heather Harper. Et enfin, un court extrait, trop court extrait de La Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. J'avais d'ailleurs annoncé à tort la semaine dernière que vous aviez pu entendre cette musique, mais le temps m'avait manqué pour la diffuser. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Cette émission sera rediffusée vendredi à 13h30 et vous pouvez la réécouter en podcast sur le site des RLP.